allons parler du cone-beam en imagerie dentomaxillaire. Et c'est un nouveau bouquin qui vient de sortir, une deuxième édition d'un livre que j'ai édité en 2016 et dont on m'a demandé la deuxième édition. Alors, la deuxième édition est plus riche. On trouve que ce qu'on cherche, donc il faut bien savoir ce qu'il y a dans ce livre avant de s'y mettre. Toute connaissance vient de l'expérience, comme disait Einstein, et toute exploration radiologique exige un commentaire. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé dans la radiologie dentaire. En m'installant en 2006, je ne savais pas lire un panoramique dentaire. J'ai donc fait un diplôme d'université de radiologie maxillofaciale et ça m'a passionné. 2 ans après, on me demandait de faire un scanner, ce qui n'existait pas. On a mis au point le scanner. Et quelques années après est sorti le cone-beam et nous avons mis au point une machine en 2008-2009 qui s'est avérée une des meilleures, et qu'on a gardé. Donc cette machine, on en a 7 exemplaires aujourd'hui et nous faisons beaucoup de cone-beam. Bon alors, pour démarrer, parce que moi Jérôme, tu sauras bien tout ça, c'est la numérotation dentaire. Il y a 2 types de dents, des dents lactéales et les dents définitives. Les dents lactéales poussent en premier et elles sont numérotées de la façon suivante. Par cadran 5, 6, 7 et 8, en commençant par le maxillaire et en finissant par la mandibule. Les incisives sont numérotées 1, 2, la canine 3, les molaires en dentition lactéale, c'est 4 et 5. Il n'y a pas de prémolaire en dentition lactéale. Puis, les dents définitives sont numérotées par cadran, 1, 2, 3 et 4, et on ajoute le numéro de la dent, 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires, en règle générale. Il faut savoir qu'il y a donc les prémolaires qui remplacent les molaires lactéales, puis les molaires qui sont plus postérieurs. L'âge d'éruption des dents est noté en mois pour les dents déciduales, lactéales, et par année pour les dents définitives. Alors, une coupe d'une dent, comme une molaire mandibulaire par exemple, est composée de 3 parties principales. La couronne, non pas prothétique mais naturelle, le collet entre la couronne et la racine avec un apex, c'est-à-dire l'extrémité distale. La couronne est faite essentiellement d'émail et de dentine qui recouvrent la pulpe au centre de la couronne, pulpe qui va donner les canaux pulpaires, c'est-à-dire le chemin des vaisseaux et des nerfs de la dent. En outre, il faut savoir que le ligament alvéolo-dentaire, c'est un ligament qui enveloppe les racines et qui est visible sur les clichés rétroalvéolaires de façon très claire, car ce ligament alvéolo-dentaire est normalement translucide et limité par l'os qui est la lamina dura. Donc, ce qu'on peut voir sur les radios, c'est chacun des éléments. Il existe aussi autour de des racines, non pas de l'émail, mais du sément qui remplace l'émail autour des racines. Très important. Et l'os alvéolaire. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut voir en radio, c'est à peu près la même chose. Vous avez l'émail ici, le collet de la dent, c'est-à-dire la partie qui sépare la couronne de la racine. Alors, il faut savoir que globalement, le collet mesure pas plus de 2 mm, c'est-à-dire que l'émail de la couronne ne doit pas être à plus de 2 mm de l'os. Le ligament alvéolo-dentaire est donc translucide, comme vous le voyez, il entoure chaque racine et il est limité par la lamina dura de l'os. On voit bien. Voilà, ça c'est une dent typique mandibulaire, c'est-à-dire une molaire mandibulaire. Alors maintenant, l'orientation des dents
Et le vocabulaire dentaire pour les évoquer, chaque dent a 4 faces, 5 faces avec la face occlusale, c'est-à-dire qui est en occlusion avec la dent antagoniste. Une face mésiale, on ne dit pas médiale en dentaire, mais mésiale, une face distale, une face au maxillaire palatine et une face vestibulaire. Ici, pour le maxillaire, vous avez les fosses nasales, le palais qui précise où sont les faces palatines sur les coupes frontales, reconstruction frontale, et vestibulaire, de la même manière. Voilà, vous avez tout vu pour le maxillaire. Maintenant, pour la mandibule, on ne parle pas de face palatine, mais de face linguale, c'est-à-dire en regard de la dent, qui s'oppose à la face vestibulaire, aux faces et qui se trouve perpendiculaire à peu près à la face mésiale qui se dirige vers le centre de la dent, vers l'avant de la dent, et distale qui se dirige vers la partie distale de la mâchoire. Enfin, la face occlusale qui est opposée aux dents antagonistes. Voilà. Alors, pour la technique, c'est très simple. En gros, les champs, c'est-à-dire le diamètre du cone beam utilisé, est variable, sauf en cas d'endodontie. Pour l'endodontie, on demande toujours un petit champ avec une haute définition de 100 à 125 micromètres, oui, microns, ou en ultra haute définition de 50 à 80 microns selon les constructeurs. Voilà, c'est la seule exception en technique, c'est petits champs autres ou ultra haute définition pour l'endodontie. Toutes les autres indications sont variables en fait. On va en parler. Alors, pour l'implantologie, premier chapitre. En implantologie, on peut faire des films radiologiques de façon à explorer les régions édentées ou les dents. Alors, on a des obstacles anatomiques comme le sinus, les fosses nasales, la région tubérositaire. De la même manière, ici, les sinus, les fosses nasales. Ça, c'est les fosses nasales, les sinus. Et on peut remarquer l'éventualité d'une sinusite avec suppuration et niveau liquide ici. À la mandibule, le seul obstacle anatomique réel est le canal mandibulaire ou canal maxillaire inférieur qui se termine par le foramen mentonnier. Voilà. Alors, pour ce qui est de repérer les régions dentaires en cas d'édentement, on compte en gros 5 reconstructions pour les dents globalement, en général monoradiculées, et 7 à 9 reconstructions pour les molaires. Voilà. Alors, on mesure l'épaisseur et la hauteur, l'épaisseur au niveau de la crête et la hauteur de la crête au premier obstacle anatomique, ici le canal mandibulaire, mais ici aussi le foramen mentonnier. Alors maintenant, actuellement, on fait des guides chirurgicaux à partir des reconstructions tridimensionnelles et l'étude de fichiers DICOM intéressant l'os et de fichiers STL issus d'une empreinte optique concernant les muqueuses. Et on a un guide chirurgical complet qui permet de faire des reconstructions précises et des implantations très nettes. Alors voilà, par exemple, un logiciel Simplant ayant permis de faire une implantation un dédentement complet du maxillaire. On a mis 6 implants, pardon, qui correspondent à la technique de All on 6, c'est-à-dire toute la mâchoire, tout un bridge, toutes les prothèses implantaires qui permettent de reconstituer un maxillaire supérieur. Alors, on peut utiliser aussi la méthode du All on 4, ici sur le logiciel DTX Studio, qui est
logiciel qui a continué l'exploration par Nobel Clinician, de la société Nobel. Alors maintenant, en plus des guides chirurgicaux, on peut pratiquer des implantations avec une navigation robotique, c'est-à-dire après la mise en place d'un petit appareil dans la bouche, on fait un cone beam, et ce qui nous permet de contrôler la mise en place des implants par infrarouge avec le guide en place. Bon, c'est une technique qui marche, mais qui est encore peu répandue. Pour ce qui est de des implants après chirurgie maxillaire de greffe sous-sinusienne, en greffe sous-sinusienne, on a plusieurs situations après un cone beam. Soit le cone beam est normal et on peut faire une greffe, soit le cone beam est anormal avec deux types de pathologies, pathologie sinusienne et pathologie osseuse. En pathologie sinusienne, il y a deux types principaux de pathologie, la pathologie inflammatoire et la pathologie tumorale. En cas de pathologie tumorale maligne, il est évident que c'est une contre-indication à faire une greffe. En cas de sinusite inflammatoire, enfin de pathologie inflammatoire, en général, on peut y remédier par le traitement en association avec un ORL, mais il peut y avoir des pathologies difficiles à traiter, comme des sinusites dites maxillaires plus, c'est-à-dire un comblement de sinus qui dépasse l'ostium et la capacité du sinus. Alors, il y a cinq grandes étiologies de sinusite maxillaire plus. C'est l'aspergillome, l'apiocèle, le papillome inversé, qui est une tumeur bénigne, mais qui peut avoir une tendance maligne avec récidive et même une transformation en carcinome, et le polype anthrochoanal de Killian, voire le kyste dentigère intrasinusien, qui est plus rare. Alors, c'est en association avec l'ORL qu'on pose les indications d'une greffe, et d'abord les indications d'un traitement en cas de pathologie. Donc, après le traitement, soit le sinus est guéri ou réhabilité, on peut faire une greffe, soit il reste pathologique et non compatible avec une greffe, et c'est une contre-indication. Donc, association avec un praticien ORL est indispensable. Alors, au bout de 6 mois d'une greffe sous-sinusienne, on peut faire le point et définir les caractéristiques d'une greffe réussie. Alors, il faut un volume suffisant, puisqu'il y a un remodelage inéluctable d'environ 30% en moyenne, mais le volume ne doit pas dépasser 16 mm de hauteur pour ne pas boucher l'ostium infundibulaire. La densité doit être satisfaisante, homogène, les contours doivent être réguliers, la fusion avec l'os résiduel est indispensable, et même la fusion avec les parois latérales ou médiales du sinus. Enfin, la réaction muqueuse doit être absente ou modérée au bout de 6 mois, sans sinusite ni obstruction ostiale, le complexe osseo-méatal devant être libre. Alors voilà une greffe réussie, une greffe de bios visiblement, homogène, dense, bien régulière, avec un ostium libre et l'absence de sinusite. Et le contraire, c'est-à-dire une sinusite, vraiment une greffe échouée, enfin qui est en échec, et avec un greffon hétérogène, mal limité, mal relié à l'os alvéolaire, associé à une sinusite et une obstruction ostiale. Donc là, il n'est pas question de faire un implant. Alors, d'une manière générale, pour l'implantologie, on utilise le dentascan qui visualise parfaitement l'épaisseur et la hauteur d'os et la situation d'un implant simulé dans l'os alvéolaire. Par contre, quand il s'agit d'une pathologie, on préfère le mode multiplanaire et multiplanaire oblique, c'est-à-dire perpendiculaire et parallèle exactement à la structure à étudier. La pathologie des troisièmes molaires est aujourd'hui une indication importante pour les radiologues, parce que les implantologistes s'équipent de cone beam et le radiologue en général fait toute la pathologie quand on lui demande.
Alors voilà pour le panoramique de 2 dents de sagesse qui sont en situation normale, incluse, et en mésioversion coronaire. C'est une orientation de la dent qui met en danger la dent d'à côté. Et justement, ces dents voient leurs racines et apex en rapport étroit avec le canal mandibulaire. Ce sont donc des indications à la à la réalisation de Cone-Beam. Voilà ce qu'on peut obtenir, ce qu'on peut observer dans ce cas mandibulaire gauche. La dent est incluse et ses racines forment un crochet apical complet. On voit bien ces apex qui se trouvent au-dessous du canal mandibulaire. Et donc, c'est un crochet complet qui met en danger le canal mandibulaire si on extrayait la dent dans son axe. En général, dans ces indications, on fait une coronectomie et on essaie d'enlever les racines comme on peut. Ou alors on les laisse en place si ça paraît impossible. Voilà. Voilà des rapports très intimes aussi du canal mandibulaire qui a un trajet interapical. Et une racine courbe qui forme un crochet apical péricanalaire complet aussi. Voilà. Alors, ce sont les cas où il faut probablement faire une coronectomie et le dentiste sait très bien ce qu'il a à faire dans ce cas. Les complications des dents incluses sont au nombre de 3 précisément. L'ankylose, on voit bien, l'ankylose, c'est l'envahissement de la dent par de l'os alvéolaire. Alors là, on voit bien qu'il y a une ankylose et ça rend l'extraction plus difficile. En outre, il y a un crochet quasiment complet de la racine et de l'apex autour de la dent. Ankylose de 48. Alors, cette dent qui est en désinclusion, c'est-à-dire qui est en train de sortir, mais qui le fait de façon très incomplète, a d'autres complications. Outre l'ankylose, il existe des signes d'hypersémentose, ici, comme vous le voyez, c'est-à-dire une sécrétion importante de sément qui entoure les racines et qui les rend difficiles à enlever, et il y a en plus une carie. Donc, 3 complications, carie, hypersémentose et ankylose. La troisième complication, à part l'ankylose et l'hypersémentose, c'est le kyste péricoronaire, donc développé autour de la couronne de l'implant, du collet en fait. Et ce kyste dentigère, qu'on dit péricoronaire aussi, est en général kystique pur, sans autre anomalie, bien limité, mais il peut en outre résorber les racines. Il existe d'autres petits kystes, un kyste paradentaire, comme le kyste marginal postérieur, très classique et très courant, c'est-à-dire un kyste qui est en fait le résultat du sac péricoronaire incomplètement réduit, et ça réalise une sorte de cuvette en distale de la couronne, qui est vraiment une situation où les aliments se placent régulièrement, qui provoquent des péricoronarites, et c'est pour ça qu'on les enlève avec la dent de sagesse. Il peut exister aussi un kyste marginal antérieur entre la 8 et la 7, qui peut provoquer les mêmes problèmes et l'aspect et les complications d'une poche parodontale entre les 2 dents. Alors enfin, les dents incluses en mésioversion coronaire ou même incomplètement sorties peuvent provoquer des caries des dents adjacentes et même des destructions. Une destruction du collet de la dent d'à côté, voire de la racine. Donc, quand les dents sont en mésioversion coronaire, il est indispensable de les extraire. Sinon, on peut avoir comme cela une deuxième molaire complètement cariée, éclatée et résorbée par la dent adjacente.
Alors, voici une image de racine résiduelle après coronectomie. Ça peut provoquer aussi des inflammations et on peut être obligé de les extraire d'une manière ou d'une autre. Mais dans ce cas-là, on n'avait pas extrait la racine. Une autre complication assez classique de l'extraction des dents de sagesse, c'est l'ostéite. On a des douleurs après extraction de 38, et vous voyez, on a des fistules qu'on voit dans les corticales qui sont hétérogènes, et ces fistules signent l'existence d'une ostéite, une inflammation aiguë, et qui nécessite un traitement antibiotique puissant et prolongé. Sinon, on a des ostéites très graves qui peuvent amener à des cures chirurgicales. Alors, pour le maxillaire supérieur, on a à peu près les mêmes problèmes pour les dents qui sont en mésioversion coronaire. Donc là, dans ce cas-là, il faut faire un cone beam et on voit des résorptions des dents adjacentes, comme vous le voyez ici. Des kystes qui peuvent entraîner le déplacement de la dent, comme vous voyez ici. Un kyste dentigère qui envahit le sinus, comme vous le voyez. Et ici, voilà, c'était un kyste dentigère envahissant le sinus qui venait pour une sinusite chronique. Et comme il n'avait plus à 18, la jeune personne qui avait 20 ans m'a avoué qu'on lui avait enlevé la dent 6 mois avant et il y avait une sinusite depuis. Et en effet, on voit bien les parois du kyste qui sont la cause de cette pseudo-sinusite. Alors, en pathologie ODF, d'orthodontie faciale, la première indication, c'est l'inclusion des canines. C'est le plus fréquent. Les canines sont souvent en mésioversion coronaire et il faut caractériser ces canines et voir pourquoi elles ne descendent pas. Le problème est là, parce qu'elles sont incluses. Alors, quand elles sont incluses, moi, je préfère étudier le cone beam en dentascan avec des reconstructions tous les millimètres qui me permet de segmenter la dent et de préciser les rapports de cette dent dans chacun de ces segments. L'apex avec les rapports vis-à-vis du sinus et de la fosse nasale, la racine avec les dents adjacentes et la couronne avec les dents antérieures et éventuellement la dent déciduale de la 53 par exemple dans ce cas-là, qui est résalisée comme on le voit. On peut voir aussi la même chose en construction multiplanaire pour bien préciser le ligament alvéolo-dentaire qui en aucun cas doit être, qui doit dans tous les cas être visible. Sinon, il s'agit probablement d'une ankylose débutante. Voilà, là on n'a plus de ligament alvéolo-dentaire et on a expliqué la raison de la rétention de la dent. Il a fallu l'extraire chirurgicalement. La même chose, oui, c'est ça. Alors, il peut s'agir d'une ankylose plus marquée. Après la disparition du ligament alvéolo-dentaire, on a cette petite fistule avec migration d'os dans la dent. C'est la définition d'une ankylose. L'ankylose peut être plus marquée encore, comme vous voyez, l'os envahit franchement la racine. En plus de l'ankylose, il peut y avoir une hypersémantose qui bloque ici, vous voyez, qui empêche la dent de migrer normalement vers son siège naturel. Et c'est cette hypersémantose qui est la cause. Il peut s'agir aussi d'un kyste, comme vous le voyez, comme on l'a déjà vu, au maxillaire supérieur. Et quelquefois, la rétention est due à la présence d'un odontome, ici un odontome composé, qui bloque le passage de la 23. Enfin, les dents incluses peuvent entraîner des résorptions des dents adjacentes qui ne sont pas des rhizalis de la dent naturelle, enfin la dent 63 en l'occurrence, mais les résorptions des incisives. Il peut y avoir aussi à la mandibule un kyste péricoronaire ou dentigère qui est plus ou moins important, comme vous le voyez ici. Salut Elias.
Salut. Alors, en plus des dents de sagesse et des canines maxillaires, il faut parler des éléments dentaires surnuméraires. Alors, surnuméraires, c'est d'abord les odontomes, qu'on appelle odontomes, mais moi je préfère parler d'odontoïdes parce qu'ils ont la forme générale d'une dent normale, et on les appelle le plus souvent mésiodents. Alors, il n'y a pas d'accent, je suis désolé, il y a une faute d'orthographe. C'est un mot latin, mésiodents, qui correspond à des odontoïdes qui peuvent se trouver dans la partie médiane ou mésiale, dans le palais, en l'occurrence. Alors, on enlève ces odontoïdes que s'ils sont symptomatiques. S'ils ne sont pas du tout symptomatiques, ils n'ont pas de conséquences cliniques, on peut discuter de leur extraction. Quand ils sont doubles, ils sont souvent tête bêche, vous voyez, hein, comme ici. Ils peuvent être ankylosés aussi, comme vous le voyez ici. Ça, c'est une racine mésiodens palatin ankylosé. Et ça peut être migré dans l'ethmoïde, aussi dans la coronoïde ici. C'est assez classique. Ils peuvent donc être à distance. Les vrais odontomes, il y en a deux sortes. C'est les odontomes composés et les odontomes complexes. Alors, composés, c'est quoi? Ce sont des petits sacs ou des grands sacs qui comportent plusieurs petites dents, plusieurs odontoïdes, comme vous le voyez là. Vous voyez là, il y en a 3. Non, il y en a deux principaux qui bloquent la sortie de la 33. Alors, donc composé, c'est composé de plusieurs dents. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. D'accord? On en a vu un tout à l'heure qui bloquait le passage d'une 13, et là, c'est un odontome composé qui bloque la sortie de 33. Et les odontomes complexes sont différents. Ce sont des formations de forme très variables. Là, ils sont arrondis. Et ce qu'il y a de particulier dans ces odontomes complexes, c'est qu'ils sont composés des deux structures principales d'une dent, c'est-à-dire la dentine et l'émail. Et on voit qu'il y a deux éléments composant cet odontome complexe. Mais l'odontome complexe, il peut avoir toutes les formes, comme vous voyez ici. Il y a de l'émail en petite partie, et il y a beaucoup de dentines qui bloquent les dents adjacentes. Ça peut avoir n'importe quelle forme, vous voyez un petit peu, là, on a été du plus simple au plus compliqué, et c'est toujours avec des micro-dents ou de l'émail de la dentine que ces structures sont composées. Ça s'appelle les odontomes complexes. Quand une dent ne sort pas à son âge, c'est-à-dire pour la première molaire, c'est 6 ans ou 7 ans plus tard, cette dent incluse peut s'organiser dans sa structure et être carrément impossible à extraire. Vous voyez cette dent, par exemple, un crochet qui s'est organisé autour de l'os alvéolaire et qui l'a rendu complètement impossible à descendre. Cette dent encore, la 35, une 35, dont les racines se sont organisées autour du canal mandibulaire. Il a fallu faire une coronectomie, ça a été très compliqué, et ça s'est terminé par un implant. Alors, dans les fentes palatines, les fentes labiales palatines, on peut avoir nécessité d'utiliser un cone beam de façon à préciser le volume de l'os en regard d'une zone à implanter. Alors là, on voit qu'il n'y a pratiquement pas d'os, on en a rajouté et on a repratiqué un volume osseux, on a reconstruit un volume osseux de façon à mettre des implants. Voilà, c'est l'indication principale. Pour la pathologie endodontique, le cone beam a un intérêt fondamental et c'est probablement une des indications les plus courantes aujourd'hui avec les dents incluses et l'implantologie. Alors l'endodontie a beaucoup d'intérêt à utiliser le cone beam. On utilise beaucoup les clichés rétroalvéolaires et le cone beam aujourd'hui. Alors l'intérêt du cone beam, il est multiple, on va le voir. Alors les techniques radiologiques, c'est d'abord le cliché rétroalvéolaire.
chez le praticien et le cone beam chez le praticien ou chez le radiologue. Alors, l'intérêt du cone beam en endodontie, comme vous l'avez dit, c'est un bilan préopératoire et un suivi post-opératoire. Alors voilà d'abord l'intérêt dans le dépistage des lésions d'origine endodontique. Vous voyez un panoramique dentaire où on ne voit pas de pathologie apicale sur cette dent carriée, la 16, et en 17, on a des doutes aussi. Donc, on fait un cone beam et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 2 grosses lésions en 16 et 17 qu'on ne voyait pas sur le panoramique dentaire pour des tas de raisons. Globalement, pour le dépistage des lésions apicales, quand on trouve une lésion en panoramique dentaire, on en trouve 2 fois plus sur les clichés rétroalvéolaires et 4 fois plus en moyenne sur le cone beam. Donc, le cone beam doit être pratiqué au moindre doute si on a le doute sur l'éventualité d'une lésion apicale. Voilà. Le début des lésions apicales se voit mieux en cone beam qu'en panoramique dentaire ou en rétroalvéolaire. Alors, le bilan préopératoire, alors d'abord, le diagnostic encore, sur la région de 16 encore, vous voyez la 16, on ne voyait rien. Et en cone beam, on voit qu'il y a un granulome apical d'environ 5 mm de diamètre. Et pourquoi est-ce qu'on ne le voyait pas sur un panoramique et qu'on a presque pas plus de chances de le voir en rétroalvéolaire? C'est que la lésion apicale est petite par rapport au volume à traverser. Et en général, si la lésion apicale ne fait pas plus de la moitié du volume à traverser, on ne le verra pas en rétroalvéolaire et encore moins en panoramique dentaire. Là, comme elle est beaucoup plus petite que le volume, l'épaisseur de l'os, eh bien, on ne la voit pas en cliché rétroalvéolaire ou en panoramique. Maintenant, les autres lésions, à part les lésions apicales, sont le granulome latéral que vous voyez ici, qu'on voit mieux en reconstruction haute définition et en ultra haute définition, c'est certain. Mais souvent, ces granulomes latéraux sont d'origine iatrogène, comme vous voyez un tenon ici qui provoque une lésion apicale au latéral de la racine. La troisième forme de lésion d'origine endodontique, ce sont les kystes développés à partir de granulomes apicaux qui peuvent être très volumineux et extensifs. En fait, toutes ces lésions apicales, périradiculaires ou latérales sont regroupées sous le nom de LIPOE, LIPOE, lésions inflammatoires périradiculaires d'origine endodontique. C'est le même type de lésion qui a des expressions un peu différentes. En total, on peut, avec le cone beam, définir des critères radiologiques prédictifs de difficultés thérapeutiques des LIPOE, des lésions d'origine endodontique. L'anatomie canalaire offre des difficultés importantes, quand surtout il s'agit d'une anatomie canalaire complexe, canal lancé, les types de Vertucci 5, 6 et 7 qu'on va voir, les canaux surnuméraires qui sont volontiers minces ou calcifiés, les modifications iatrogènes par perforation, butée, instruments intracanalaires, et enfin les pulpolites qui sont des petites calcifications dans les canaux. Outre l'anatomie canalaire, c'est l'anatomie des racines qui peuvent être courbes, bifides, surnuméraires, avec dentines d'épaisseur réduite, qui peuvent être des obstacles au traitement canalaire endodontique. Les critères de la classification des lésions par Estrella est aussi un élément important. Et enfin, l'atteinte parodontale associée, soit en cas de fracture, soit en cas de lésion endoparodontale, qui peuvent être d'origine endodontique. L'os alvéolaire remanié est aussi un obstacle quand il s'agit d'ostéosclérose ou d'ostéite associée. Et enfin, l'atteinte des obstacles anatomiques est un vrai problème pour les endodontistes qui doivent les éviter au maximum. Voilà la classification de Vertucci. Les types 5, 6 et 7 sont particulièrement difficiles à traiter. Voilà un type 5, vous voyez, avec un canal simple qui en donne 2,
Et c'est tout à fait caractéristique de cette difficulté à traiter. Le type 6, à peu près la même chose, avec deux canaux qui se rejoignent et en donnent deux après. Alors voilà, quand on a une dent traumatisée ou infectée qui s'accompagne d'un canal de dimension très réduite, qu'on peut ne pas voir sur les rétroalvéolaires, le cone beam permet de le distinguer, surtout en haute définition et en ultra haute définition, et permet de traiter la racine. Alors, quand il y a un rétrécissement du même type et qu'il y a en plus une butée d'origine iatrogène, le canal est difficile à voir, mais on peut l'obtenir en 3D en haute définition et permettre un traitement. Voilà les pulpolites dont je vous parlais, calcification intracanalaire qui empêche le passage des instruments endodontiques. Et il y a souvent un problème d'étiologie lorsqu'il y a sur les images cone beam des zones d'hypodensité. On peut se demander s'il s'agit d'une carie ou d'un artefact. Et ici, nous avons les deux sur la même image, en mésial, c'est-à-dire en 45. On a une formation hypoécogène, hypodense en cone beam, qui est due à un surtraitement de la racine d'à côté et dont on voit qu'il s'agit d'une lésion de type carieuse. Et en distal, cette hypodensité de la même couronne, de la couronne de 46, correspond à un artefact métallique de contiguïté avec le traitement métallique de la couronne. Donc, il y a ici un artefact et ici une vraie carie. Les étiologies des lésions endodontiques sont quelquefois secondaires à un traitement incomplet, comme vous voyez ici, un canal MV2, mésio-vestibulaire 2, non traité, qui est la cause probable de cette lésion apicale importante. Il peut même y avoir des canaux MV3, c'est-à-dire deux autres canaux qui sont à traiter pour éviter pour permettre de traiter la lésion apicale associée. Ici, il s'agit d'un quatrième canal disto-vestibulaire non traité dont l'obturation permettra de traiter la lésion apicale ici. Ici, c'est une incisive qui est un double canal, c'est très fréquent. Les incisives mandibulaires sont souvent le siège de deux canaux au lieu d'un. Ici, c'est une 15, c'est une prémolaire qui a deux canaux dont un n'a pas été traité. Et ici, il s'agit d'un troisième canal sur la racine distale, troisième canal non traité pour une 35. Et enfin, il peut s'agir d'une racine surnuméraire. Troisième racine, c'est une dent 24, prémolaire, maxillaire gauche, triradiculée, qui a 3 racines. On peut voir donc beaucoup de variantes qui peuvent expliquer les lésions apicales. Et ici, non seulement c'est pas les racines, on m'avait demandé est-ce qu'il n'y a pas un deuxième foramen. Eh bien là, il y en avait 3 en fait. On avait 3 foramen qui empêchaient de traiter complètement cette lésion. Canal triforaminal. Alors, lorsqu'il s'agit d'une densine dentée, il peut y avoir des lésions apicales, et on les voit bien, ces lésions apicales en rétroalvéolaire, mais on la délimite mieux, cette lésion apicale en cone beam, ce qui permet de traiter la dent en mettant un bouchon et en obturant l'espace interradiculaire, ce qui permet d'éviter d'avoir à extraire la dent et mettre un implant. Alors, les résorptions sont le deuxième type de lésion inflammatoire des racines. Et il y a deux types de résorption interne et résorption externe. Les résorptions internes sont beaucoup plus rares. Et les critères radiologiques prédictifs de difficulté thérapeutique sont, pour les résorptions internes,
une perforation, le volume important de la lésion et le siège proximal. Pour les externes qui sont de loin, de très loin les plus fréquentes des résorptions, il y a une classification en rétroalvéolaire que j'aime beaucoup et que je pratique tous les jours. C'est la classification d'Heitersey, d'après Heitersey. Alors, lorsqu'il y a une résorption, c'est-à-dire un aspect qui correspond à qui ressemble à une carie mais qui n'en est pas, c'est une résorption au niveau cervical externe, comme vous voyez ici, cervical, résorption externe cervicale. Il y a 4 stades. Stade 1, c'est quand il y a une petite porte d'entrée, la lésion est très limitée et reste au niveau de la porte d'entrée. L'un 2, c'est une lésion un peu plus volumineuse, mais qui reste aussi au niveau de la porte d'entrée. Le stade 3, c'est quand la lésion s'étend vers la racine et ne dépasse pas la moitié de la racine. Et stade 4, c'est quand la lésion évolue vers la racine et qu'elle dépasse la moitié de la racine. Alors, il y a une classification plus pointue, plus complexe à partir du cone BIM, mais que je laisse aux dentistes le temps de connaître avant de l'utiliser moi-même parce qu'elle est beaucoup plus complexe. Alors, ce qui est très important aussi, donc, c'est le diamètre de la porte d'entrée, qu'il soit petit, soit large. On en reparlera. Alors, vous voyez ici une lésion, c'est une résorption. Je pense que vous le voyez tous, que c'est une résorption dans tous les coins, dans tous les cas, dans toutes les incidences, qui est interne, qui est centrée par le canal pulpaire. Et donc, cette lésion est une résorption interne qui a été traitée victorieusement par le docteur Usan. Ici, on voit une résorption cervicale externe très limitée, qui peut être douloureuse ou pas, mais qui est, avec petite porte d'entrée, développée uniquement à la même hauteur. Et on parle de stade 1. Le stade 2, c'est la même chose, développé à la hauteur de la porte d'entrée en gros, assez limité, avec atteinte de la pulpe dans ce cas-là, c'est un stade 2. Un stade 2 encore, avec une lésion à porte d'entrée large, mais qui reste développée au niveau de la porte d'entrée, c'est un stade 2 encore. Stade 3, on voit que l'évolution de la lésion se fait vers la racine et qu'il ne dépasse pas la moitié. Il y a aussi des pulpolites au niveau du canal pulpaire. Mais on voit que cette lésion est un stade 3 parce qu'elle s'étend vers la racine. Et un stade 4, la lésion dépasse la moitié de la racine. Et donc, en général, les stades 3 et 4 sont voués à l'extraction et à l'implantation. Les stades 1 et 2 peuvent être traités localement. Vous voyez, un stade 4 avec ankylose. Alors là, il a fallu enlever la dent. Il n'y avait pas d'autre choix que de mettre un implant. Enfin, les résorptions apicales sont le plus souvent d'origine inflammatoire due à une lésion d'origine endodontique qui s'éternise et qui provoque la résorption apicale. Alors voilà un cas où on a eu du mal à distinguer une lésion carie ou résorption. En fait, il s'agissait d'une résorption associée à une lésion apicale. Alors, les fêlures, je voudrais en parler parce que les fêlures et fractures sont une seule et même chose. On dit souvent que les fêlures sont des fractures dont on ne voit pas le trait. Moi, je pense que dès qu'on voit un trait, il faut parler de fracture. Dorénavant, et les fêlures, moi j'ai beaucoup abusé de ce terme parce qu'on m'avait appris que c'était une fracture non déplacée. Mais c'est pas ça. C'est une fracture dont on ne voit pas le trait et qui s'exprime que par des signes secondaires indirects. On va le voir. Alors, voilà une racine. J'avais marqué fêlure, mais il faut traduire fracture radiculaire parce qu'on voit le trait. Encore une fois, fracture, mais non pas fêlure, limitée, mais dont on voit le trait. Ici, alors, le trait de fracture est très visible. Il s'agit bien d'une fracture, sans doute. Et quand vous avez des signes indirects, vous pouvez ne pas voir le trait de fracture. Il s'agit nécessairement d'une fêlure ou d'une fracture dès qu'on voit le trait. Dès que le trait est visible, on peut parler de fracture. Avec fenestration, ici, et ce qu'on appelle une alvéolyse en doigt de gant périradiculaire complète. Alors, vous voyez ici, j'ai mis fêlure, mais c'est une vieille radio. En fait, c'est bien une fracture apicale de la dent.
et fracture interradiculaire. Alors j'avais mis fêlure parce qu'il était très visible, très difficile à voir, mais c'est bien une fracture qui est la cause de l'alvéolyse associée, l'alvéolyse interradiculaire. Alors le suivi post-opératoire. Ce suivi post-opératoire peut être très efficace, surtout quand le sujet est jeune, qui a une croissance de l'os à envisager. Et on a fait un traitement canalaire de cette volumineuse lésion de 25 mm. Au bout de 6 mois, il n'y avait plus rien, parce que le traitement canalaire a été bien pratique. Mais des difficultés peuvent apparaître lorsqu'une racine est courbe, par exemple, parce qu'on n'a pas pu traiter le canal jusqu'au bout. Et quand, par exemple, vous avez ce qui est plutôt rare, mais qui existe, hein, j'en ai vu beaucoup, c'est les racines supplémentaires. Voilà, normalement, à la mandibule, les racines sont doubles, enfin les dents sont biradiculées. Et il peut y avoir une racine en plus, qui est développée, par exemple, dans ce cas, le long de la corticale linguale, et on parle de radix entomolaris. Lorsque la racine est développée du côté vestibulaire, on parle de radix paramolaris. Mais c'est la même chose. Vous avez une troisième racine dont le canal doit être traité parce qu'il est probablement infecté, ce qui provoque des douleurs. Quand les canaux se rejoignent, on parle de canal en C, et là, ça peut provoquer des lésions inflammatoires et des complications à traiter très importantes ce qui peut entraîner, en effet, l'extraction avec mise en place d'un implant. Lorsque le traitement s'accompagne de douleurs et qu'on voit de la pâte dentaire dans le canal, c'est souvent la cause des douleurs et le traitement est très difficile à envisager. Et quelquefois, on a besoin de traitement de la douleur. Il y a des centres de douleur spécifiques, par exemple à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, qui s'occupe de ces douleurs nerveuses, en fait. Alors, les douleurs post-thérapeutiques peuvent être dues à une cause iatrogène, comme ici une perforation due à un tenon, perforation interradiculaire avec kyste développée à cause de cela. Il peut y avoir aussi une perforation, comme vous voyez, interradiculaire par un tenon, perforation par un autre tenon, comme vous voyez ici, ou par le traitement canalaire lui-même, alvéolyse périradiculaire ici. Quelquefois, et dans ce cas, c'était très douloureux, le traitement a été bien réalisé, mais il y a eu un dépassement de pâte dentaire très important qui a provoqué des douleurs osseuses et ce qui s'est terminé par une extraction et une implantation secondaire. Voilà un instrument intraradiculaire qui n'a pas permis le traitement complet des canaux de cette dent. Alors, on est amené quelquefois à pratiquer une chirurgie endodontique, c'est-à-dire une résection de la lésion apicale avec un morceau de racine. Donc, on parle de résection apicale. Et vous voyez, au bout de 6 mois, là, il y a une bonne cicatrisation, pas de problème. La même chose de ce côté-là, en distal de la 46. Mais ici, vous avez une résection fraîche. Donc, il faut attendre 6 mois à 2 ans pour obtenir une cicatrisation complète. Et on fait les bilans environ à 6 mois et à 1 an au moins. Voilà des lésions courtes de cicatrisation. Et là, on avait des douleurs post-thérapeutiques après résection apicale qui persistaient. Alors, on a refait un cone-beam et on a trouvé la cause, c'est-à-dire un traitement incomplet parce que le canal MV2 n'avait pas été obturé à rétro comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire par l'extrémité de la dent. Voilà, canal MV2 non traité et la cause de la persistance des douleurs. Encore des douleurs post-thérapeutiques et vous voyez la cause d'emblée, hein, c'est un fragment radiculaire qui a été laissé en place. Fragment radiculaire résiduel
qui est la cause de la persistance des douleurs. Alors, à part l'endodontie, on peut parler de l'intérêt en pathologie parodontale. Et vous allez voir tout de suite, sur vous avez une gêne, une tuméfaction palatine en 26 ici, on ne voit rien sur le panoramique dentaire. On fait un cone beam et qu'est-ce qu'on voit? On voit une fracture de la racine palatine par un tenon, une alvéolisme majeur. Donc le cone beam a un intérêt diagnostique important en paro. Alors de même, quand on met un implant et qu'il est douloureux, là on avait mis 2 implants, en 35 et 36, et en 36 on avait une douleur persistante, sur la rétro-alvéolaire on ne voit rien, et on fait un cone beam, et qu'est-ce qu'on voit? C'est que les corticales, linguales et surtout vestibulaires ont été lésées, rompues, et qui est la cause des douleurs. Il a fallu enlever l'implant et mettre un autre. Voilà pour la pathologie parodontale. Et il y a une pathologie qui est peu connue, surtout à cause du fait qu'on n'avait pas le cone beam. Avec le cone beam, on en voit plus souvent. C'est la pathologie à type d'ostéite, l'infection de l'os. Alors ici, vous avez une vieille dame qui avait très très mal à la 47. On ne voyait pas très bien. On se demandait s'il n'y avait pas une lésion. On fait un cone beam, on voit qu'il y a une fistule vestibulaire. On s'approche de l'axiale et on voit une apposition périostée vestibulaire, ce qui signe l'existence d'une ostéite. Alors, chez ce patient, des douleurs de 38 ont éveillé la tension, on a fait un cone beam et on a vu des fistules multiples. Au bout de la petite formation coronaire, petit kyste coronaire, avec surinfection à type d'ostéite. Et il a fallu traiter, évidemment. Voilà un patient qui était venu en juillet 2010 pour un trismus. L'écho n'avait rien montré. Et je lui demandais on n'avait pas enlevé une dent de sagesse. Et il m'a dit oui, mais il y avait plusieurs années à gauche, la 38 avait été enlevée. Alors je lui fais un cone beam. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une apposition périostée en linguale ici. Alors, je ne sais pas si on la voit bien ici dans votre film. Enfin, moi je la vois très bien. Et cette apposition périostée signait l'existence d'une ostéite chronique ou subaiguë qui pouvait expliquer le trismus. Alors, on a mis le patient sous antibiotique et on s'est aperçu que l'apposition périostée se corticalisait, ce qui voulait dire que ça s'arrangeait. En plus, le trismus avait disparu en quelques semaines et on a abouti au diagnostic a posteriori, parce qu'on n'avait pas fait de prélèvement, d'ostéite subaiguë post-extractionnelle. Dans ce cas, le patient avait très très mal. Et c'est vraiment des douleurs suraiguës qui ont fait pratiquer un cone beam qui montre une lésion alvéolaire très importante avec bulle intraosseuse, quelques microfistules, mais pas d'apposition périostée franche, parce que l'évolution a été trop rapide. On voit les petites fistules aussi sur la 3D, et donc on a conclu à une ostéite. Il a fallu enlever la dent, nettoyer et mettre un implant par la suite. Dans ce cas, il y a une gêne douloureuse chronique, et on s'est demandé ce que c'était. En panoramique dentaire, on a vu qu'il y avait des lésions apicales. On a fait un cone beam, et on s'est aperçu qu'il y avait une ostéosclérose périlésionnelle importante qui pouvait correspondre à une ostéite chronique débutante. Et en effet, le traitement a amendé les douleurs et les lésions apicales ont pu être traitées ultérieurement par endodontie. Si on avait laissé évoluer la lésion ostéoscléreuse, elle aurait pu envahir, comme ici, plus de la moitié de l'hémimandibule et même s'étendre à l'hémimandibule contralatérale. Il s'agissait d'une ostéite chronique. On l'a traité par antibiotiques jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gêne ou de douleur. Un diagnostic différentiel important des ostéites, chez cette patiente qui avait un traitement pour l'ostéoporose, il s'agissait d'une ostéonécrose aseptique au biphosphonate,
qu'il a fallu stopper temporairement parce que franchement, la lésion s'étendait. Vous voyez, il y a même des lésions très destructrices au niveau de l'os alvéolaire. La pathologie traumatique ensuite. Alors, la pathologie traumatique n'intéresse pas les gros fracas de la face, hein, mais c'est surtout les lésions localisées du maxillaire ou de la mandibule à la suite d'un traumatisme modéré ou moins important qu'un accident de la voie publique. Là, c'est une chute à vélo. En chute de vélo, on voit qu'il y avait une dent qui avait été expulsée déjà, la 21, et on s'est aperçu qu'il y avait aussi une fracture de la racine de 11. Là, on s'aperçoit. En reconstruction tridimensionnelle, on voit bien cette fracture, c'est des fractures très fines qui peuvent passer inaperçues même au scanner. Donc on voit très bien les lésions dentaires et osseuses. Là on voit une petite embarrure avec rupture de la corticale vestibulaire. Voilà. Donc ce sont des lésions limitées. Alors les fractures sont classiques, on voit bien qu'il y a une fracture corono-radiculaire. Elle s'accompagne d'une alvéolyse classique en cas de fracture. Alors ici, c'est une douleur à distance d'une chute chez un sujet jeune. Et en fait, on voit une formation apicale qui pourrait faire penser à une lésion d'origine endodontique et inflammatoire. Mais en fait, il s'agit d'une lésion qui s'accompagne d'une dent de la 31 qui était nécrosée, qui n'était pas vivante à l'examen clinique. Il s'agissait donc de ce qu'on appelle d'un kyste ou d'une lipo-E post-traumatique. C'est exactement le même principe. C'est une dent dont le canal pulpaire se nécrose, dont la pulpe se nécrose, et donc on a comme un aspect d'infection apicale, mais c'est un traumatisme qui est la cause, avec une sidération de la pulpe dentaire. Ici, c'est un adolescent qui avait fait qui avait eu un traumatisme dans l'enfance, ce qui s'accompagne du même aspect de kyste apicodentaire, comme vous voyez. On parle de kyste post-traumatique de l'enfance ici. Alors, comment on le caractérise? C'est un kyste traumatique ou une hypo post-traumatique qui s'accompagne d'une pulpe dilatée, qui reste dilatée, qui ne s'est pas refermée au niveau de l'apex. Donc ça c'est caractéristique d'un traumatisme de l'enfance. La pathologie des articulations temporomandibulaires maintenant, je dirais l'essentiel. L'essentiel correspond à un problème discal au niveau des articulations temporomandibulaires. C'est le plus fréquent et c'est admis par tout le monde. Quand on a une suspicion de douleur, vous avez une douleur de l'ATM gauche ici, on fait un panoramique dentaire et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a une anomalie de l'articulé dentaire, comme vous voyez, qui est due à une dent, une agénésie de 45, une persistance de 85, pardon. 85. Et ce qui provoque ce trouble de l'articulé et qui est secondaire à la position plus haute de l'articulation temporomandibulaire gauche douloureuse et plus basse de l'articulation temporomandibulaire droite. Du cône bimant, de l'extrémité de la mandibule. Alors, sur une IRM normale, vous voyez ici le condyle mandibulaire en position, ça c'est tout à fait normal, en position bouche fermée, bouche ouverte. Le condyle mandibulaire est bien situé dans la fosse temporale et de forme normale. En position bouche ouverte, le condyle mandibulaire vient à l'aplomb du condyle temporal et ils sont séparés tous les deux par ce petit papillon noir qui correspond au disque. Alors le disque suit le condyle mandibulaire gauche, le condyle mandibulaire, pardon, en position bouche fermée et aussi en position bouche normale. En cas de pathologie discale, on parle de luxation discale lorsque le disque n'est pas en contact des pièces osseuses
de la fosse temporale et du condyle mandibulaire en position bouche fermée et des deux condyles en position bouche ouverte. Alors, lorsque le condyle mandibulaire, le disque, pardon, est luxé en position bouche fermée, en position bouche ouverte, il peut retrouver sa place entre les deux condyles, et dans ce cas, on parle de luxation réductible. Si le disque reste séparé des condyles en position bouche ouverte, on parle de luxation irréductible. Alors, ici, vous voyez en cone beam ce qu'on voit en position bouche fermée. Le condyle mandibulaire est bien centré dans la fosse temporale. Il est de forme normale, sans pincement de l'interligne, en position parasagittale ou en position frontale, sur les reconstructions frontales. Pas de pincement significatif. En position bouche ouverte, le condyle mandibulaire vient à l'aplomb du condyle temporal et il n'y a pas non plus de pincement significatif. Donc, on a l'aspect normal en cone beam sur ces images. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une luxation discale, on peut avoir des douleurs déjà, par exemple de l'ATM gauche, et on voit qu'il y a un pincement latéral qui correspond à une luxation médiale du disque. Vous voyez, ce pincement est caractéristique du dysfonctionnement discal. À un stade ultérieur, on a des signes d'arthrose avec pincement global de l'interligne, déformation du condyle mandibulaire, ostéophytose, condensation de la fosse, de l'os temporal et ultérieurement lacune d'hyperpression, comme vous le voyez ici. Là, c'est tous les signes de l'arthrose. C'est caractéristique pour les radiologues. Il n'y a aucun problème, c'est un diagnostic d'arthrose, souvent d'origine discale. Alors, il peut y avoir des fractures condyliennes. Et vous voyez ici une chute sur le côté droit. Sur le panoramique dentaire, on ne voit pas grand-chose. Peut-être un trait de fracture ici. On n'en est pas sûr. On fait un cone beam. Et qu'est-ce qu'on voit? Un trait de fracture sous-condylien, tout à fait caractéristique en cone beam, aucun problème. Donc, le condyle permet de faire le diagnostic de fracture condylienne ou sous-condylienne beaucoup mieux que sur le panoramique dentaire. Alors, un avant-dernier chapitre, c'est pathologie dento-sinusienne. La pathologie dento-sinusienne, elle est très variée et elle est très caractéristique en cone beam. Vous avez les sinus que vous connaissez par cœur aussi bien que moi, avec les ostiomes infundibulaires ici, les processus incinés ici, les sinus frontaux, les cellules ethmoïdales et sphénoïdales. Alors, lorsqu'il y a une sinusite, sur le plan radiologique, on parle de sinusite suppurée ou non suppurée. Alors, suppurée lorsqu'il y a un aspect spumeux, bulleux, et éventuellement un niveau liquide. Ça, c'est tout à fait caractéristique. Et sinusite d'origine chronique, d'aspect chronique, sans suppuration, avec un épaississement muqueux en cadre. Dans les deux cas, il peut y avoir une obstruction de l'ostium. C'est tout à fait caractéristique. Donc, sinusite obstructive et sinusite suppurée ou non d'allure chronique. Alors, il existe des variantes anatomiques à risque de confinement, c'est-à-dire d'obstruction ostiale, et il faut les connaître, évidemment, la concha bullosa, la déviation de la cloison nasale et surtout les cellules de Haller. Ce sont des cellules ethmoïdales en position sous-orbitaire qui bloquent l'ostium infundibulaire. Ça, c'est les causes les plus fréquentes, mais il existe aussi une inversion des cornets, il existe aussi un aspect bulleux des processus incinés qui peuvent y contribuer à l'obstruction ostiale, et même des bulles ethmoïdales qui peuvent, voilà, ça c'est une bulle ethmoïdale, là, voilà, une bulle ethmoïdale qui peuvent provoquer vraiment l'obstruction ostiale. Alors, lorsqu'il existe une lésion apicale, de type lipo-E ou granulome apical, comme vous voudrez, dès que le plancher sinusien est soulevé, il s'agit de microcommunication avec le sinus, et il y a souvent un épaississement muqueux associé, et donc une sinusite chronique débutante. Il peut s'agir aussi d'un volumineux kyste intrasinusien, comme vous le voyez. Alors, lorsqu'il y a une avulsion d'une dent entrale, la 46 en l'occurrence, il peut y avoir une communication bucco-sinusienne qui est caractérisée par la présence de bulles d'air, comme vous voyez ici, sur le colbum, dans le maxillaire. Alors voilà un cas intéressant, c'est une obstruction nasale droite.
le patient se plaint d'une obstruction de la fosse nasale. Alors, on fait un cone-beam, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une obstruction partielle de la fosse nasale droite, en effet, mais surtout une sinusite complète avec obstruction ostiale, sinusite ethmoïdale antérieure droite associée due à l'obstruction ostiale, et sinusite frontale plus modérée. On parle de sinusite antérieure, c'est-à-dire sinusite maxillaire, ethmoïdale antérieure et frontale. Et toute cette sinusite obstructive est due à un granulome apical de 16, de la racine palatine de 16, qui est en communication avec le sinus. On a traité le granulome, traité aux antibiotiques, et tout est rentré dans l'ordre. Lorsque il y a un passage de pâte dentaire ou d'autres causes, on ne sait pas très bien, bon, un parasite comme l'Aspergillus fumigatus s'organise dans un sinus maxillaire, on parle d'aspergillome. Et la notion de pâte dentaire est discutée encore aujourd'hui, parce qu'en fait, ces opacités intrasinusiennes qui sont au cœur de l'aspergillome, associées à des filaments d'aspergillus calcifiés, c'est probablement ce qu'on a, on les a interprétés, ces formations, comme des filaments d'aspergillus enroulés entre eux, en pelote, et qui provoquent cet aspect de pâte dentaire qui n'est peut-être pas la cause. C'est très discuté en ce moment. Et on a ce tableau de sinusite maxillaire plus, c'est-à-dire sinusite qui déborde le sinus maxillaire avec obstruction ostiale, qui peut s'étendre à la fosse nasale, aux cellules ethmoïdales. Alors, le diagnostic des sinusites maxillaires plus, on va en parler tout de suite, c'est important pour les praticiens de s'adresser à des ORL. Alors, vous avez un cas de sinusite maxillaire plus avec infection, une jolie coque ici, quand vous voyez un aspect d'abcès en fait. C'est un abcès intrasinusien dû à une obstruction ostiale. On parle de piocèle. Ça, c'est la première des causes. La deuxième, à part l'aspergillus, donc c'est la deuxième cause de sinusite maxillaire plus. Alors voilà une sinusite maxillaire plus aussi. On voit une paroi et on voit l'absence de la 18 ici. C'est un cas de sinusite, de kyste dentigère péricoronaire résiduelle après extraction de la 18. Vous voyez ? Kyste dentigère résiduelle, on en a parlé récemment. Lorsqu'il existe une pathologie dans la fosse nasale à l'origine d'une lésion de sinusite maxillaire plus, on parle d'une possible, alors là il faut le diagnostiquer après avec l'IRM par exemple, un possible papillome inversé qui est une tumeur bénigne mais qui peut avoir un comportement malin et même une association à un carcinome ultérieur ou par transformation ou association. C'est une lésion difficile à enlever. Il faut que les gens sachent que c'est ça, et c'est l'IRM et au besoin l'endoscopie nasale qui fait le diagnostic. On peut avoir aussi une sinusite maxillaire plus avec accouchement d'une partie d'un kyste, visiblement, dans la fosse nasale, et on parle de polype anthroconal de Killian, qui est bien connu et dont le diagnostic est facile à faire par l'IRM. Au total, l'IRM permet de faire le diagnostic de la majorité des cas et au besoin, l'endoscopie vient confirmer le diagnostic avec biopsie. Là, vous voyez en T2 l'absence de signal dû à l'aspergillome. Et en T1 gadolinium, on voit une prise de contraste périphérique avec toujours un hyposignal dans l'aspergillome. En petit b, vous avez une piocèle typique avec une paroi qui se renforce en T1 gado, et donc un aspect assez caractéristique dans ce cas-là. Un papillome inversé se traduit en T2 par une prise de contraste périphérique avec un aspect cérébriforme, comme vous voyez ici, et en T1 gado, vous avez une prise de contraste périphérique. Et vous voyez bien cet aspect cérébriforme tout à fait caractéristique du papillome inversé. Enfin, pour un polype anthroconal de Killian, l'aspect est à peu près le même qu'un kyste péricoronaire, parce que vous avez en T2 un flash
intense de l'ensemble du kyste, avec une paroi mieux vue en T1 Gado. Voilà. Donc, voilà l'intérêt de l'IRM dans les diagnostics des sinusites maxillaires plus. Il peut s'agir aussi ce qu'on appelle un kyste sous-mucorétentionnel. C'est un kyste qui apparaît dans le sinus, sans paroi, ce qui le distingue des kystes d'origine apicale, apicodentaire, vous voyez ici. Donc, il ne faut pas oublier l'existence des kystes sous-mucorétentionnels qui sont très fréquents, qui correspondent à 20% des opacités intrasinusiennes en boule. Donc, c'est très fréquent et ça a un caractère assez labile, ça peut disparaître du jour au lendemain pratiquement, et c'est très variable en volume et en forme d'un jour à l'autre. Alors, ici, vous avez des diagnostics ultimes des lésions, des opacités intrasinusiennes unilatérales, c'est-à-dire des sinusites d'origine dentaire. Et il faut bien se méfier lorsque vous avez une sinusite très douloureuse et chronique, surtout s'il y a une altération de l'état général. Vous faites un cone beam dans ce cas-là, et évidemment, comme vous l'avez vu, les parois sont lisées, une résorption importante des parois, qui évoque un carcinome, qui est la lésion la plus fréquente intrasinusienne. Donc, carcinome épidermoïde, diagnostic très mauvais. Hein. Donc, il faut faire un diagnostic précocement et traiter éventuellement, si on peut. Une deuxième cause de lésions malignes des sinus, c'est le lymphome. Le lymphome, en général type B, mais aussi B ou T ou NK comme natural killer. En général, c'est B. En général, et c'est traité par chimiothérapie et en général favorablement. Enfin, le dernier chapitre que je voudrais vous soumettre, c'est une vérification de vos connaissances. Si vous avez bien écouté les 252 premières images, vous devriez avoir appris beaucoup de choses et on va le vérifier ensemble. Alors, vous allez voir ensemble, c'est pas si difficile que ça. En cas d'image claire, on va voir image claire, image dense. Donc, image claire, sur le panoramique dentaire, vous pouvez voir déjà des diagnostics. Et les deux plus fréquents, c'est foramen mentonnier, foramen incisif, les hypodensités des ramus, on va les voir, les empreintes des glandes salivaires, et une image que les gens connaissent mal, mais vous voyez, sur le panoramique dentaire, déjà, je fais le diagnostic d'une lésion lacunaire sous-apicale mandibulaire, bien cerclée, homogène et surtout asymptomatique. Et on parle là de lacune de Staphné, on n'a pas besoin de faire un cone beam. Si on vous enquiquine pour savoir si c'est une lacune de Staphné ou pas autre chose, vous pouvez faire un cone beam, ça ne mange pas beaucoup de pain, et vous voyez que là, vous avez une lacune qui est ouverte sur la corticale linguale et qui n'a aucun symptôme malgré la localisation proche du canal mandibulaire. Cet aspect de lacune bien cerclée, ouverte sur la corticale linguale, c'est caractéristique de la lacune de Staphné, pas de traitement. C'est une pathologie bénigne qui correspond en fait à un vestige de glande salivaire, souvent en communication directe avec la glande sous-maxillaire, dont on peut, cette communication peut être mise en évidence par une cytalographie, mais en général, quand vous voyez ça, vous vous abstenez de faire quoi que ce soit d'autre, c'est une lacune de Staphné, on rassure le patient. Il existe souvent des zones très hypodenses de la mandibule, mais souvent bilatérales, avec élargissement du canal mandibulaire et asymptomatique. Alors là, on va vous dire, oh, c'est quoi ce kyste, c'est quoi cette formation grave, peut-être maligne? Ben, vous n'avez qu'à dire ça. C'est une déminéralisation diffuse et c'est très fréquent. Il ne faut pas vous étonner si le canal mandibulaire est dilaté et si vous avez une hypodensité diffuse asymptomatique bilatérale. Voilà, c'est pas évident pour vous maintenant que vous êtes radiologue, mais pour les autres, je crois que c'est pas toujours évident. Alors, à part les images claires normales qu'on voit sur les panoramiques dentaires, on peut avoir des pathologies bénignes et des pathologies malignes. En pathologie bénigne, vous en avez vu beaucoup, elles soient soit dentaires,
soit extradentaires. Alors, on va voir les dentaires, si vous voulez. Alors ça, lorsqu'on a enlevé une dent, un kyste apicodentaire peut être laissé en place. C'est ce qu'on appelle un kyste résiduel. Ce kyste résiduel se développe pour son propre compte et il faut absolument l'enlever chirurgicalement. Voilà, il faut le savoir, les kystes résiduels, c'est en général d'origine infectieuse. Il peut exister des kystes résiduels d'origine dentigère, vous le savez, péricoronaire, mais là, c'est le plus souvent un kyste résiduel. Alors, les kystes résiduels, on n'a fait que ça. Alors, le reste, vous les avez vus, hein. Les pathologies inflammatoires, l'hypoe, granulome, kyste, abcès, péricardium radiculaire, tout ça, c'est pareil. Le kyste post-traumatique, on l'a vu. Le kyste résiduel, on vient de le voir. Les résorptions radiculaires, vous les avez vues. Donc, on connaît tout ça. Les kystes de développement, c'est le kyste dentigère dont on vient de parler. Le kyste éruptif, en fait, je ne devrais pas le mettre là, je devrais le mettre en dernier parce qu'on ne voit rien dans un kyste éruptif. C'est simplement l'éruption qui provoque une saillie du sac péricoronaire inflammatoire. Et les kystes traumatiques, paradentaires, marginal postérieur, marginal antérieur, on les a étudiés. Donc, vous connaissez tout. Pathologie bénigne, alors, deux diagnostics faciles, ce sont les kystes dysembryopalasiques. En fait, il y en a un principal, c'est le kyste nasopalatin. Alors, en cœur de carte à jouer, comme vous le voyez sur l'axial, plus ou moins développé. Ce qui est important de voir, c'est que ce kyste n'attaque pas le ligament alvéolo-dentaire des dents adjacentes, en général les incisives. Et vous voyez que là, c'est limite. On peut patienter. Mais s'il attaque le ligament alvéolo-dentaire, on peut avoir des signes cliniques et il faut enlever le kyste. Alors vous voyez, un kyste plus développé qui attaque les ligaments alvéolo-dentaires, là, on a été obligé de l'enlever chirurgicalement. Alors, il y a aussi des kystes plus latéraux, douloureux le plus souvent, entre la canine et la première prémolaire. Et c'est plus rare, mais ça existe, malgré le fait qu'il ait été mis en question dans la nomenclature dentaire mondiale de l'OMS. Et c'est un kyste qui se développe entre la 3 et la 4 ou entre la 3 et la 2. Et vous voyez, c'est un kyste qui peut agresser les ligaments alvéolo-dentaires, comme vous voyez ici, qui était douloureux et qu'il a fallu enlever. Ça s'appelle un kyste globulo-maxillaire. Voilà, kyste globulo-maxillaire. Ça existe malgré ce que dit l'OMS. Vous l'avez vu pour le Covid, l'OMS n'a pas toujours raison. Hein. Ça, c'est évident. Alors ensuite, les pathologies bénignes extradentaires, qui sont d'origine osseuse, proprement dite. Alors vous avez les tumeurs odontogènes. Alors on va les voir. Alors voilà un aspect asymptomatique, une personne d'une cinquantaine d'années qui vient de me voir, panoramique dentaire, on voit cette lésion, on fait un cone beam. Regardez, le canal mandibulaire est refoulé et ça mesure 75 mm de longueur. Il est développé le long de la branche horizontale et donc on peut faire le diagnostic sur un kyste pratiquement pur, sans calcification ni rien, résorbant plus ou moins les racines adjacentes, refoulant le canal mandibulaire, c'est un développement très lent. Hein. Ça s'appelle un kératokyste. Kératokyste. Un kératokyste, c'est vraiment une tumeur bénigne, mais qui a une pathologie, qui a une gravité quasiment maligne du fait de sa résorption des racines et de ses récidives. Donc c'est une tumeur bénigne, un potentiel malin. Local, évidemment. Alors maintenant, on va voir un deuxième type de lésion d'origine odontogène, plus rare, beaucoup plus rare, qui s'accompagne de douleur et d'une tuméfaction, comme vous voyez ici. Et là, on a un aspect polykystique bulleux, en bulle de savon, comme on dit. Et donc, il s'agit d'un améloblastome. Améloblastome, qui est multikystique le plus souvent, développé le plus souvent dans les régions mandibulaires latérales, molaires, dans les régions molaires. Et c'est assez caractéristique, mais la même chose, c'est bénin, mais ça a un potentiel malin local. Il y a même des formes monokystiques dont le diagnostic est fait uniquement en histologie.
quand vous avez une formation kystique entre deux racines vivantes, plus ou moins douloureux, pas toujours douloureux, mais ça peut être plus ou moins douloureux, surtout en vestibulaire, dû au gonflement, enfin, la soufflure de la corticale. Il s'agit, si les dents sont vivantes, je répète, hein, d'un kyste parodontal latéral. Kyste parodontal latéral, on le cure chirurgicalement et en général, ne récidive pas. Quand vous avez aussi un kyste apical, mais avec des dents vivantes, souvent chez un adolescent ou un enfant, il peut s'agir d'une formation bénigne d'un type de kyste essentiel ou kyste osseux solitaire, on dit. Mais le traitement, ça peut être en cas de croissance osseuse, l'abstention. Dans un cas similaire, l'enfant avait 14 ans, on a attendu 2 ans et il avait complètement disparu à l'occasion de la croissance. Enfin, ça c'est évocateur, hein. Les formes évocatrices comme le kératokyste, l'améloblastome, le kyste parodontal, tout ça c'est très évocateur. Les tumeurs non odontogènes sont le kyste essentiel, dont je vous ai parlé. Le chérubénisme, c'est très rare comme le schwannome, j'en ai jamais vu de schwannome. Et les affections non tumorales comme les ostéites et l'ostéonécrose aseptique, on les a vues. Donc vous avez vu pratiquement tout là déjà. Alors, les cas plus difficiles de traitement, de diagnostic, peu spécifiques, ce sont les tumeurs bénignes locales et diffuses. Alors, les tumeurs bénignes localisées sont les tumeurs odontogènes d'aspect mixte, c'est-à-dire qui sont des kystes qui comportent des calcifications ou des formations hyperdenses en motte. Donc, ce n'est pas des kystes purs et on fait une histologie, ce qui permet le diagnostic. Les tumeurs non odontogènes à type de granulome à cellules géantes, c'est-à-dire ce sont des tumeurs kystiques un peu agressives, mais qui sont bénignes en fait et qui comportent des cellules géantes en histologie. Et les autres sont beaucoup plus rares. On va voir ce que c'est. Voilà. Vous avez un kyste avec une dent incluse et vous voyez une bonne formation kystique bien limitée dans le sinus. Il peut s'agir d'un kyste péricoronaire un petit peu remanié, mais vous voyez des calcifications en motte ici. Et ça, c'est caractéristique des tumeurs odontogènes mixtes, de densité mixte. Et là, à l'histologie, on m'a appris que c'était une tumeur odontogène adénomatoïde. C'est les plus fréquentes que j'ai eues. Enfin, les granulomes à cellules géantes sont des granulomes à type polykystique souvent. Vous voyez, qui peuvent être agressifs sur les racines avec résorption radiculaire et qui sont sensibles au traitement. Il faut faire une chirurgie et en général, ça récidive moins que les autres. Vous voyez, résorption radiculaire ici, un aspect plus ou moins polykystique, en tous les cas irrégulier, c'est un granulome à cellules géantes dont le diagnostic a été fait par histologie. Enfin, les tumeurs malignes, alors vous avez vu l'essentiel hein, de tout ce qu'il y a à voir, les pathologies les plus fréquentes. Tumeurs malignes, on en a vu déjà carcinome épidermoïde, lymphome, les ostéosarcomes, c'est assez rare, mais on peut les voir au niveau des maxillaires. Les autres sont plus rares, il faut reconnaître. Et à part le carcinome adénoïde kystique, qui est un carcinome des glandes salivaires qui peuvent aboutir à la mâchoire. Alors, les tumeurs malignes diffuses sont les métastases. Vous connaissez toutes les métastases lytiques, SPBRT, SPBRDT, hein, sein, prostate, bronche, tube digestif, thyroïde et bronche, je l'ai dit, d'accord, le myélome. Bon, on va voir ça. Alors là, c'était un patient qui m'avait été envoyé par Jean-Laurent Sultan, qui était dans le 17e arrondissement. Il me dit, qu'est-ce que c'est? Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois quelque chose qui m'inquiète quand même, parce que lui aussi, il était très inquiet. Et je lui ai demandé de voir s'il y avait une tuméfaction dans la bouche, en fait. Il fallait voir cliniquement le patient. Et en fait, il avait une végétation dans la bouche en regard de tout ça. Et donc, on a pensé que c'était une tumeur maligne qui allait faire une biopsie. En effet, on a fait la biopsie. Il s'agissait en effet d'un carcinome épidermoïde mandibulaire.
d'origine gingivale. Donc, c'est grave, évidemment. Alors maintenant, les images radiodenses. Les images radiodenses ou denses sont plus simples et plus bénignes, plus fréquemment. Alors, dans les pathologies dentaires, vous avez toute la pathologie des hypersémantoses, ankyloses et densinité, vous les avez déjà vues. Les pathologies iatrogènes dues à des matériaux ou des instruments intracanalaires, on les a vues. Et dans les causes extradentaires, alors il y en a plein, le plus souvent bénignes, beaucoup plus rarement malignes. Alors on voit ça tout de suite. Voilà, ça c'est une exostose et un torus palatin. Le torus palatin ou exostose, c'est le même type de formation bénigne d'aspect osseux classique, en général asymptomatique. Vous voyez, torus palatin, exostose au maxillaire. Vous avez là une exostose pédiculée, ce qui est plus rare, mais c'est toujours la même chose, c'est de l'os pratiquement bénin. Et là, des formations hyperdenses corticales, souvent bilatérales, c'est des torus linguaux. Vraiment, c'est bénin, on en parle à peine dans les comptes rendus parce que c'est tout à fait bénin. C'est une personne qui avait plus de 60 ans, mais qui se laissait pousser cette formation dans la région mandibulaire. C'était absolument asymptomatique et on l'a enlevé uniquement pour des causes esthétiques. C'est un ostéome mandibulaire. Alors, comment est-ce qu'on le distingue? C'est une formation assez dense, très dense même, complètement corticale, bien limitée, régulière, sans lésions suspectes associées. C'est un ostéome. Donc, comme si c'était au niveau de l'os frontal ou d'autres os d'un ostéome classique. Alors, chez une patiente asymptomatique avec dents vivantes, cette formation apicale claire ne correspond pas à une lésion apicale d'origine endodontique, mais à une dysplasie sémento-osseuse ou osseuse, dit-on maintenant, dysplasie osseuse de type 1. C'est le début de la formation. Qu'est-ce que c'est? C'est la formation de séments en boule au bout des apex qui sont absolument indolores et qui s'accompagnent d'une dent vivante. Un autre aspect, c'est un stade 2 de la même chose, la dysplasie osseuse, c'est une formation lacunaire avec une condensation centrale, calcification centrale, qui donne un aspect en cocarde typique du stade 2 de la dysplasie osseuse. La même chose, asymptomatique dent vivante. Donc, dysplasie cémento-osseuse type 2. Mais on dit dysplasie osseuse, en fait. Hein. J'aurais pu simplifier. Et au stade 3, eh bien, vous avez des condensations importantes, comme vous voyez ici, densité importante avec liseré clair périphérique. C'est tout à fait caractéristique de stade 3. Et là, quand vous en avez plein dans la mandibule et ou au maxillaire, on parle de dysplasie cémento-osseuse floride, une dysplasie osseuse floride. C'est souvent des gens de race noire, africaine, et qui présentent des formations bénignes, mais qui sont toujours sur dents vivantes. Et quand les gens leur disent que les dents vont sauter, ben, ils viennent vous voir et ils vous demandent si vraiment les dents vont sauter. Et vous leur dites non, vous allez garder les dents autant que vous pourrez si elles sont saines, c'est-à-dire si elles ne sont pas carieuses, parce que la carie peut entraîner une infection de ces formations apicales. Alors, quand vous avez une personne le plus souvent jeune qui présente une déformation maxillaire progressive, indolore le plus souvent, mais qui peut s'accompagner de douleur, là, vous voyez cet aspect hétérogène, discrètement hétérogène, mais avec un os tout à fait pathologique. Ça peut passer la limite, la symphyse, et c'est la limite à peu près irrégulière, hein, pas complètement nette. Vous voyez là, c'est l'aspect tout à fait caractéristique d'une dysplasie fibreuse. C'est une maladie congénitale qui touche l'os alvéolaire et qui entraîne des déformations importantes chez les sujets jeunes. Le seul traitement, c'est la chirurgie, parce que ça récidive tout le temps et ça s'étend tout le temps. C'est très douloureux psychologiquement, évidemment, parce que ça déforme ces personnes. Le traitement, il est chirurgical. Et le dernier élément, c'est une formation très proche de la dysplasie fibreuse qui touche surtout les enfants de façon monostotique, enfin d'une façon
unique ou multiple, hein, mais plus souvent unique. Il n'y a absolument pas d'anomalie des dents, les dents sont vivantes, et on parle de fibrome ossifiant. Voilà, c'est la pathologie la plus rare en fait de tous que je vous ai montré. Et le traitement, c'est le simple surveillance. Il n'y a pas de complications notables. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça a été un peu long, je crois, mais si vous avez des questions, je répondrai volontiers. Bah, je sais pas. Moi, j'avais juste une question, docteur Belaïch, pour. Oui. J'ai fait quelques combines dentaires parce que j'ai repris Oui. en fait le cabinet. C'était le docteur Mérimée Blum qui faisait le dentaire et j'ai été obligée un peu de faire quelques. Et puis enfin, on me demandait pour le bilan préimplantaire, pour Oui. par rapport au canal mandibulaire. Oui. Mesurer la hauteur. Quelle est la question? La hauteur. Alors, la hauteur d'os se mesure à partir de la crête jusqu'à la corticale du canal mandibulaire, qui n'en est pas une, mais c'est pas grave. L'aspect cortical du canal mandibulaire, l'épaisseur se mesure à la crête aussi, au niveau de la crête. Et si vous donnez épaisseur au niveau de la crête et la hauteur de la crête au canal mandibulaire, le dentiste doit se débrouiller après. Parce que moi, je donne en plus la hauteur résiduelle pour 5 mm d'épaisseur en cas de crête effilée. Mais maintenant, c'est en désuétude. Je pense que les gens se débrouillent très bien avec les simples mesures d'épaisseur au niveau de la crête et hauteur à partir de la crête jusqu'au premier obstacle anatomique. Ça peut être le sinus, la fosse nasale et le canal mandibulaire ou le foramen mentonnier. Ça va, c'est clair? Oui, merci. Et pour le crochet, en fait, pour la racine du crochet, est-ce qu'il faut, par rapport au canal mandibulaire, donner la circonférence, en fait? Non, non, attendez. Le crochet de quoi? Le crochet voulait dire de... Une racine en crochet. Oui, tu parles des dents de sagesse. Tu parles des dents de sagesse. Voilà. Quand tu parles... Nora, il faut être simple. C'est moi qui ai défini ce qu'on appelle un crochet apical péricanalaire. Oui. Il est complet lorsque le crochet arrive en dessous du canal mandibulaire. C'est-à-dire que si tu enlèves la dent, tu vas léser le canal. Mais il est incomplet si l'apex de la dent ne se retrouve pas en dessous du canal. Voilà. Ouais. Incomplet lorsqu'il n'est pas en dessous, complet lorsqu'il est en dessous. C'est clair? Voilà, c'est clair, oui. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres questions? Bah, le problème, c'est que j'en ai au moins 30 questions. Je ne sais pas si... Elias. Là, déjà, je ne connais pas grand-chose. Oui, mais ça va venir, ça va venir. Le problème, c'est que, honnêtement, j'aime pas trop un peu. Oui, tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. C'est comme l'amour, ça. Une jolie fille, tu ne peux pas l'aimer comme ça. Si, tu peux l'aimer. Mais une femme qui est moyenne, tu ne l'aimeras pas comme ça, sauf si tu la connais, si elle est sympa et tout. C'est très sympa, le dentaire. Parce que personne n'y connaît rien, pratiquement. Alors, c'est intéressant de connaître un petit peu là-dedans. Moi, je me connais un petit peu, je me débrouille avec. Mais viens me voir, on se posera, ils vont te le filer, le bouquin. Oui, et c'est au fur et à mesure après. Je pense que j'ai déjà... Ouais. Le bouquin est beaucoup mieux que l'exposé. Oui, je pense que j'ai déjà feuilleté un peu, au moins le tiers. Tu l'as, le bouquin? Comment? Tu l'as, le bouquin? Nora, qu'est-ce que tu dis? La rhizalyse. Le terme de rhizalyse. Ah, rhizalyse. Alors, il y a deux choses importantes. Quand tu as une dent de lait qui est remplacée par une dent définitive, par exemple une 13 qui remplace une 53, c'est-à-dire la dent de lait, eh bien, la 13 va détruire la 53 en réduisant sa racine. Il y a une lisse de la racine. On parle de rhizalyse, c'est un phénomène normal et naturel. Mais quand il s'agit d'une résorption de dents définitive, par une autre dent, par une tumeur, par quoi que ce soit, on ne parle plus de rhizalyse. C'est-à-dire, rhizalyse, théoriquement, c'est lisse des racines. C'est physiologique. Ça, c'est physiologique. Mais quand il s'agit d'une tumeur ou d'une autre dent qui détruit, ce n'est pas la dent de remplacement normal, c'est une autre dent qui détruit une dent, eh ben, on parle de résorption. Ça, c'est pathologique. Alors, retient rhizalyse physiologique, résorption pathologique. D'accord, parce qu'en orthodontie, c'est un motif, recherche de rhizalyse. Oui, alors ça, c'est l'orthodontiste, il va voir les dents de lait qui peuvent être lisées par la dent définitive.
Mais D'accord. quelquefois, il y a un abus de langage. Voilà, Il mais parle de rhizalyse pour toutes les résorptions des racines. Ça s'appelle un abus de langage. Mais sur le plan strictement normal, la rhizalyse, c'est la résorption des racines de dents de lait par les dents définitives. C'est clair? d'accord, très clair. Super. Voilà. Merci. Merci de votre présence et de vos questions. Le bouquin vous paraîtra simple, ne vous inquiétez pas. Merci. Et tiens, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.